pavé là avant la pause. Après ce sera la pause, ça peut vous aider à vous concentrer. Ça influence. Je vais forcer la voix, je vais tenter de forcer la voix pour essayer de, pour moi, couvrir les bruits, peut-être pour vous. Parce que, voilà, c'est pas très léger. Dans le contexte, Réginald est une vieille dame. Non, mais... Voilà, c'est ça, je suis une vieille dame, mais je suis restée quand même originale. Et puis je ne veux pas non plus faire... Je vais pas faire... C'est dans le dernier cafard réactif. Voilà, numéro dernier. 11. Voilà, numéro 11. Alors, chère Inès, excuse cette liberté de ton, la familiarité confinant à l'insolence de cette accroche. Ce chère Inès doit te sembler si déplacé, et pourtant, il m'apparaît si sincère, si vrai, à mesure que l'urgence envahit ma tête. J'ai toujours cru au pouvoir des mots, à leur force. Aujourd'hui qu'ils commencent à s'échapper, à se détacher les uns après les autres de mes cellules grises, ils ne m'en sont devenus que plus précieux. Le crabe qui cohabite avec mon cerveau et moi depuis bientôt 3 printemps devient plus insatiable chaque jour qui passe. Je dois alors cesser de procrastiner. Le temps est venu pour le fantôme que je suis aujourd'hui de te livrer quelques éléments de mon histoire et, par voie de conséquence, un peu de la tienne. Je te le dois, je le dois à ton père, et je me le dois sans doute également. Je ne crois pourtant pas au salut de l'âme. Ainsi, pitié, ne mêlons pas Dieu à tout ceci. Il y a bien assez de personnages dans ce scénario. Nous n'avons pas besoin de lui. Ce divorce est pour moi consommé depuis si longtemps, et depuis lors, ma prestation compensatoire fut éternelle. Ce n'est donc pas à lui que je cherche à plaire avant d'aller voir de l'autre côté s'il s'y trouve. Non, c'est auprès de toi que j'ai le devoir de m'expliquer. Rien qu'à toi. Toi que j'ai profondément ignoré. Toi que j'ai banni de ma vie. Toi que j'ai voulu protéger de mon emprise, de mon amertume, de ma colère, de ma douleur et de ma poisse peut-être aussi. Il aurait pourtant été si facile de me servir de toi pour tenter de me pardonner, pour chercher à racheter ma conduite. Tu aurais pu jouer le rôle de l'enfant rédempteur, du petit être réparateur. Du bas de tes 6 ans au moment de la bascule, tu m'aurais forcément accueilli. Tu m'aurais fait une place dans ta vie, dans ton petit cœur. Tu m'aurais alors donné l'illusion de pouvoir effacer l'ardoise. Ta mère, tout en suspicion et sans enthousiasme, se serait néanmoins laissée convaincre par la force de ton amour. Comment priver son petit joyau de sa grand-mère paternelle, lorsqu'on lui a déjà pris son père? J'aurais ainsi pu t'inonder de cadeaux, de cartes postales multicolores, dégoulinantes de cocotiers, de sable blanc, d'animaux sauvages ou de volcans en éruption, de coups de fil enflammés à la limite de l'hystérie, tes anniversaires, de week-ends et de vacances dans mon bel appartement de Biarritz. Tu aurais mangé des glaces du matin au soir, je t'aurais exhibé de boutique en boutique, t'aurais montré à mes bonnes amies, bien sous tout rapport, à l'heure du thé, après avoir méticuleusement, et ce, pour la énième fois, vérifié que ton serre-tête rose bonbon était resté bien en place sur ta petite tête blonde. Mais tu n'étais pas blonde, c'est vrai. Ton père, lui, le fut. Peut-être d'ailleurs qu'à l'époque, le serre-tête lui aurait si à merveille. En avait-il le désir? Je suis bien incapable de savoir ce qu'il pouvait penser. Je l'ai si peu côtoyé finalement, et si mal. J'avais si peur de lui. Et ce fut le cas à tous les âges de sa vie. Bébé, lorsqu'il a fait irruption dans ma sacro-sainte existence, après une grossesse interminable qui m'aurait privé des bonnes choses de la vie. À 2 ans, lorsqu'il commençait à exprimer ses désirs, que je considérais alors comme de simples caprices. À 6 ans, lorsqu'il restait en retrait des autres enfants et préférait se raconter des histoires de toutes les époques, de tous les styles. À 12 ans, lorsqu'il me fixait de longues minutes sans prononcer un seul mot, sorte de défiance muette qui me mettait très mal à l'aise, même si, en bonne orgueilleuse que j'étais, je ne lui en laissais rien voir. Ma bonne vieille mère, merveilleusement, m'avait
m'avait transmis son art de n'avouer ni ses peurs ni ses faiblesses. À 15 ans, lorsque je l'ai retrouvé dans son lit outrageusement blotti contre l'un de ses camarades d'école. À 18, lorsqu'il a tenté de mettre fin à ses jours pour échapper au service militaire. À 21 ans, lorsqu'il m'a annoncé avec audace et détermination qu'il troquait ses études de commerce contre une carrière dans le théâtre. Un saltimbanque. Il ne manquait plus que ça à son palmarès. À 24, quand il m'a présenté ta mère, à la peau très matinée. L'année d'après, lorsqu'il m'a appris ta naissance. À 28, lorsque je l'ai vu pour la première et dernière fois sur une scène de théâtre, crachant sa valda sur une génitrice qui me ressemblait tant. Et enfin, à 31 printemps, lorsque je compris que ce serait son dernier, à 2 jours de quitter le monde. Juste ce jour-là, dans ce mouroir qui rassemblait tant de jeunes atteints d'un mal nouveau, pour, dans un certain nombre de cas, avoir trop joui de la vie, avoir trop aimé, s'être cru libre, la révélation que donner du temps au temps avait été l'erreur fatidique de ma vie, transmise par des générations de petites bourgeoisies bien pensantes qui avaient tout aseptisé sur leur passage, tout ramené à rien d'autre qu'à la force de l'apparence, des conventions et de la morale pour les plus puritaines. La vie matérielle et ses divertissements de pacotille avaient balayé le vrai, le pur, l'amour, le respect de la différence, l'encouragement à l'épanouissement et à la force d'être soi, de devenir soi. J'avais fait totalement fausse route. J'avais cru mes parents, mes grands-parents et toute la galerie de personnages qui les avaient précédés. La fin des années 1960 et leur ferveur, leur folie ne m'avaient même pas ébranlé. Elle m'avait à peine fait douter sur la manière dont notre monde fonctionnait et vieillissait si mal. J'étais et demeurais cette petite bourgeoise un peu rebelle, quand même, parce que divorcée de bonheur et avec bonheur, à qui cette précieuse relation avait permis de grimper l'échelle du monde de l'immobilier. Puis, cette cupide petite bonne femme s'était très bien remariée, n'avait pas souhaité persévérer dans les voies impénétrables de la maternité pour son confort, au nom de la modernité. Je n'étais pas une lapine, vois-tu. Petite rébellion de nouveau face à mon modèle parental. 6 frères et sœurs, il en fallait bien une de rebelle. Oubliant souvent que ton père était encore bien là, dans ce beau monde, pris par ces mondanités entre Paris, Biarritz et Bordeaux, dont nous sommes tous deux originaires. La bourgeoisie viticole, le nec plus ultra, celle qu'on ne soumet pas. Et bien loin dans ce temps-là, tu peux me croire, de toutes ces histoires rocambolesques de pesticides tous azimuts dont les médias de nos jours se repaissent. Mes aïeuls, bien que baignant 6 pieds sous terre dans des litres de produits toxiques, s'agitent sans doute aujourd'hui dans leur cercueil. Mais alors patatras, coup de tonnerre, puis coup de balai. Ce 18 mai de la maudite année 1993 anéantissait toutes mes certitudes, broyait à tout jamais mon monde de chimères. L'ignorance me serait dorénavant à jamais interdite. La mort allait pénétrer tous les pores de ma peau pour ne plus jamais les quitter. Je découvrais tout en même temps, vérités multiples. Tout n'avait été que mensonge, baliverne, ineptie. J'avais tout perdu, sans même avoir jamais saisi que j'avais tout. L'espoir d'un déclic dans ma relation à ton père, d'une conversation privilégiée avec lui ou toute autre occurrence, était anéanti à jamais. Au fond de moi, j'avais toujours pensé que nous aurions eu un jour divin l'opportunité de nous rencontrer, d'apprendre à nous connaître, vraiment. Il ne me restait plus en ce temps-là que quelques années à travailler. Ainsi, j'aurais fini par avoir tout le loisir de réfléchir à une stratégie pour parvenir à m'infiltrer tout doucement dans son existence, jusqu'à traverser son scaphandre. C'était sans compter avec le sida, qui en bon bulldozer a tout pulvérisé. La grande broyeuse a avalé Sébastien, mon fils, ton père, d'un coup, d'un seul. C'est ta mère qui m'a contacté. Un de ces horribles matins de grisaille, un dimanche, jour de repos, jour du Seigneur, jour d'horreur. Sébastien demande à vous voir.
Il va très mal. Les médecins sont très pessimistes. D'où l'euphémisme. Au début des années 1990, le diagnostic restait sans appel. Aucun espoir n'était quasi permis une fois le processus de la maladie enclenché. Sida est mort, en mariée funeste, ne faisait qu'un. Mais ce diagnostic, je ne l'ai pas su tout de suite. L'information se faisait parcellaire. À chaque jour suffisait sa peine, aurais-je pu me dire. Ta mère évoqua, mollement ou bien avec une certaine dose d'embarras, une maladie du sang, une saloperie dépourvue de nom. Je n'avais pas revu Sébastien depuis cette fameuse pièce de théâtre, durant laquelle j'avais cru assister à ma mise à mort. Je n'avais même pas attendu le salut final pour déguerpir au plus vite, rouge de honte, pétri de colère, et sans doute ravagé par la douleur. Ton père m'avait expressément demandé d'être là, et ce n'était pas pour assister à son triomphe, mais bien à sa vindicte. Ce fut du moins ce que je voulus y voir. Quelques minutes après le baisser de rideau, il m'a pourtant cherché partout. Ce que je n'avais pas compris à l'époque, c'est qu'à aucun moment, il n'avait pu imaginer que je me serais reconnu en cette horrible mère de fiction. Ce que j'avais pris pour de la vengeance n'était chez lui que la simple joie de me prouver ce dont il était capable, ce qu'il avait au fond de ses tripes de comédien. S'il réglait ses comptes, ce n'était qu'inconscient. Mon orgueil et ma propension à la paranoïa m'avaient totalement aveuglé. Une fois encore. Inès, je t'imagine en train de te demander pourquoi je pouvais bien agir et réagir de la sorte. On me prêtait pourtant le nez fin dans les affaires, et également en matière de conseil, auprès de mes amis, dans la sphère publique et professionnelle comme dans ma vie privée. Cependant, on ne m'avait pas armé pour m'aimer, pour que je puisse me considérer comme quelqu'un de bien, comme quelqu'un tout court. La faute à qui? À l'époque, qui ne croyait pas en l'individu? Ou bien à cette mère qui m'engendra en 5e position d'une nichée de 6 et n'avait que mépris pour mon père, incorrigible coureur de jupons et bon vivant notoire, et plus encore, mépris pour la femme d'une manière générale. Elle-même empêchée d'épouser son amour d'adolescence, une des sources de l'aigreur qu'elle ait habité toute sa vie, livrée à la pâture d'un veuf de 15 ans son aîné, vigneron intouchable du mythique Bordelais, déjà flanqué de 2 enfants dont il se fichait comme d'une guine. Inès, sache que je ne cherche pas à t'apitoyer sur ma cause. Accorde-moi au moins cette élégance. Mais il s'agit pour moi de te donner un contexte, le minimum, pour te permettre d'avoir en main quelques clés de compréhension. Cependant, sois assuré qu'en termes d'égocentrisme et de mauvaise foi, je n'ai pas manqué de surpasser ma chère et noble matriarche. J'ai bien davantage vécu qu'elle ne l'a fait, mais j'en ai oublié d'aimer, et tout ce qui en découle, protéger, respecter, rassurer, pardonner. Je t'épargnerai le reste de la liste. En 1993, tout a explosé. J'ai été propulsé dans une autre dimension, la galaxie des morts vivants, dans ce jour d'après, ces premiers instants terribles du reste de ma vie. Tout est allé très vite. J'ai alors cessé mon activité professionnelle. Retraite complète, incomplète, ça ne valait rien à côté de to be or not to be. Cette première rupture liée à la mort de Sébastien, ton père, déclencha en rafale toutes les autres. J'ai quitté mon jet-setter de second époux, libre à sa grande surprise de butiner à sa guise, libre de n'avoir plus à faire semblant. Je n'ai rien demandé. Paris, Biarritz, s'ils pouvaient bien tout garder. Je ne voulais plus de tout cet apparat qui avait tant participé à mes années de luxure, de superflu. Je récupérais juste ce qui me revenait de droit, c'était déjà tellement trop. Pécule qui venait s'ajouter à l'héritage de mes géniteurs, morts et enterrés, et qui, répartis en 8 parts fraternelles, les rejetons du premier lit paternel n'avaient pas totalement disparu de la circulation, surtout pas lorsqu'il s'agissait de recevoir une part du magot providentiel, restait une somme fort rondelette. Le luxe que je me concédais fut l'acquisition d'une maisonnette en bord de falaise, près d'une petite bourgade bretonne des Côtes du Nord, devenue Côte d'Armor pour rassurer le touriste frileux. Alors, à 58 ans, je n'avais plus qu'à attendre. Mais attendre quoi au juste? Mais la mort vient de me prendre? Peut-être. Et pourtant, il n'y avait qu'un saut à faire et je me serais écrasé sur les rochers aux canines féroces et incassables, le corps en lambeaux, bercé par l'incessante ritournelle du ressac.
Mais alors, qu'est-ce qui m'a fait rester? Qu'est-ce qui m'a fait tenir? Me demanderas-tu. Pendant près de 20 ans, je n'aurais pu te le dire. Je l'ignorais moi-même. Mais aujourd'hui que la vie se retire peu à peu de mon corps, je puis enfin te répondre. Je sais, j'ai trouvé la quête de sens. C'est la quête du sens de la vie et de ma vie dans la vie qui m'a maintenu debout. Attention, ceci n'est pas un testament au dessein subtil de te livrer en quelques lignes le ou les secrets de la vie. Non, ne te méprends pas, Inès. C'est beaucoup plus prosaïque que cela. Ce que je peux te dire, c'est que l'enseignement que j'ai tiré de cette autre vie, cette seconde vie, plus modeste, plus dépouillée, moins strass et paillettes en d'autres termes, même si la maisonnette n'est ni une ruine ni un mouchoir de poche et que tu devrais en tirer une jolie petite somme. Ce fut pour moi de vivre pour et dans l'essentiel, d'apprendre à vivre tout court, au-delà de ma survie. Derrière la survie, il y avait la vie, qui peu à peu se laissait atteindre, se laissait apprivoiser. Contre toute attente, je commençais à devenir vivante, à 60 ans passés. Vivre face à la mer, cerné de toutes parts par la nature, falaises, mer, forêt, champs, à la fois dans le silence, celui des hommes en tout cas, et dans la musique produite par les éléments, au milieu de livres, et avec cette indéfinissable et mystique sensation, sentiment indicible et inexplicable que ton père était en moi, du soir au matin et du matin au soir. Une communion entre le Dieu nature et l'être que j'avais, malgré ma résistance, le plus aimé. C'est maintenant que je m'apprête à quitter ce monde que je réalise que j'ai perçu, bien malgré moi, le sens de tout ceci. Je me suis trompé. Et on m'a trompé les 58 premières années de mon existence, tandis que les 20 dernières furent mon salut, ma rédemption. Tout sauf au sens biblique du terme, n'oublie jamais. Finalement, ce n'est qu'après son départ que ton père et moi nous sommes rencontrés vraiment. C'est une des infirmières qui vient presque chaque jour chez moi qui m'a permis de verbaliser tout ça. Elle a eu ce truc qui a ouvert mes chakras. Je me croyais devenu libre avant de la rencontrer. Et j'achevais de l'être à son contact. Le prendre soin s'est mué en une amitié pleine et épanouie. L'amour m'avait tant manqué. Ça aussi, c'était une des clés qui me faisait grandement défaut. Je n'ai pas peur de la mort. Je suis morte déjà durant de longues années. Ni peur de la solitude. Elle est devenue mon amie la plus chère, et je n'aurais pas pu vivre sans elle. Ce n'est donc pas ce qui me décide à revenir vers toi. Je ne suis pas de ces femmes devenues précocement vieilles et poltronnes qui glanent un peu de mansuétude ou de considération avant de passer l'arme à gauche. Néanmoins, le compte à rebours s'étant mis en branle de manière plus drastique et inexorable depuis quelques semaines, l'heure est alors venue de te faire savoir où j'en suis. Cette infirmière à l'âme généreuse et chevaleresque m'a convaincu, ne marchant plus depuis 2 ou 3 semaines, d'entrer à l'hôpital de Saint-Malo pour pouvoir bénéficier des soins qui s'imposent incontestablement. Je me trouverai ainsi dans les lieux qui seront ici-bas ma dernière demeure. L'étau se resserre. La tumeur s'installe confortablement dans le cockpit de l'appareil qui me sert de tête. Ainsi sonne le glas de ma sacro-sainte indépendance. Je me connais plutôt bien, et je sais alors qu'une fois dans le lâcher-prise, à ce stade des opérations, je ne jouerai pas des prolongations. Je décrète donc l'état d'urgence. Je te laisse tout à ton choix, celui de me rencontrer au cas où il y aurait des choses qui te resteraient à savoir, ou que tu aurais besoin de me dire, ou bien d'en rester là, considérant que tu n'as pas à aller plus loin dans cette histoire. Assouvir une curiosité, une certaine envie de me connaître, ou non. Cette invitation, je te la dois. Je la dois à ton père. Et en toute honnêteté, je me la dois également. Ainsi, d'ici 2 à 3 jours, tu pourras me trouver à l'hôpital de Saint-Malo, en unité de soins longue durée, si tu le décides. Peut-être as-tu besoin de savoir que j'en ressens l'envie, de mon côté. Je ne m'épancherai pas davantage. Ce n'est pas chez moi chose facile, comme tu peux aisément l'imaginer au vu de mon parcours.
Il n'y a plus qu'à espérer pour moi que cette longue durée reste toute relative. Ta mère n'ayant pas quitté son domicile parisien, il m'a été facile de la recontacter. Elle m'a dit que tu étais une magnifique jeune femme, que tu avais un compagnon, qu'après des études brillantes, tu avais entamé une carrière de journaliste à l'international. La soif de savoir, la soif de raconter. Serait-ce là lié à ta trajectoire personnelle, chère Inès, privée que tu fus d'une si grande partie de ton histoire? À 26 ans, quelle prouesse! En quête de vérité ou non, je te souhaite la plus belle des aventures. À bas la page blanche, tout comprendre, tout découvrir. Il est de mon devoir de te donner ce choix aujourd'hui. Ceci est une partie de ton héritage. Mais surtout, agis en toute liberté. Je te veux libérer des chaînes du passé. Je te veux libre tout court. Blanche, ta grand-mère. Ça y est, je suis avocat. Bravo à vous trois. C'est la